Donnez-le-moi. C'est juste pour... ouais, voilà. Ici. Oui, oui. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, le Cercle Aristote a été fondé en septembre 2008 dans le but de rassembler des jeunes intellectuels, chercheurs et étudiants autour de l'histoire et de la pensée politique française. Est-ce que vous m'entendez là? L'interprétation. Oui, on fait la traduction du français au russe. Ah d'accord, on traduit pas en russe? Ah d'accord, mais alors, tout le monde est assis par pays. Petit problème d'organisation. Да. On pourrait mettre donc la traduction pour nos intervenants russes demande quelques petits ajustements techniques. Alors donc, mesdames, messieurs, chers amis, le Cercle Aristote a été fondé en septembre 2008 dans le but de rassembler des jeunes intellectuels, chercheurs et étudiants autour de l'étude de l'histoire et de la pensée politique française. Notre but est aussi la promotion des valeurs de souveraineté nationale, de multipolarité du monde et de promotion des intérêts de la France dans une vision historique et géopolitique. Nous éditons depuis janvier 2011 la revue Perspectives libres. L'Institut de la démocratie et de la coopération, qui nous fait l'honneur d'être notre partenaire dans cette opération, est une fondation politique basée à Paris et financée par des ONG russes. Il a pour vocation de participer au débat sur la relation entre souveraineté des États et droits de l'homme, d'étudier la relation Est-Ouest, de parler du rôle des ONG dans la vie démocratique du monde et de discuter de l'interprétation des droits de l'homme et de la façon dont ils sont appliqués dans les différents pays. Il étudie aussi les grands moments historiques. L'idée d'organiser ce colloque nous est venue du fait qu'aucun reportage, aucun article, aucune publication de grande ampleur ne donne jamais en France la parole aux experts russes pour traiter de la question de l'Afghanistan, alors que ce pays est concerné à plus d'un titre. Historiquement d'abord, car nul n'ignore le fait que l'URSS est intervenue pendant 10 ans à compter du 27 décembre 1989 et fait peu connu aussi que la Russie a pris en charge la surveillance et la défense de la frontière tadjiko-afghane de 1992 à 2005. Pour cette mission, le corps des gardes frontières de la Fédération de Russie a, à l'époque, subi 161 morts et 362 blessés dans 535 affrontements frontaliers et 1378 incidents de frontières. Géographiquement ensuite, parce que la Russie assume la défense et la sécurité de l'Asie centrale depuis l'implosion de l'URSS, dans le cadre notamment de l'organisation du traité de sécurité collective et dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai. Malgré cela, la Russie, pour les médias occidentaux, n'est toujours pas crédible. Dans les grands médias, abreuvés de propagande américaine, en effet, la machine hollywoodienne sous Reagan
a marché à plein pour diaboliser l'intervention soviétique, à tel point que, pour le Français de la rue, l'intervention soviétique en Afghanistan se résume à l'image de l'officier communiste cruel que l'on peut voir dans Rambo 3. Alors que notre pays se débat depuis presque 10 ans dans une intervention militaire tournant au fiasco en Afghanistan, il nous semblait venu le temps de rétablir la vérité sur ces deux interventions décrites dans la pensée dominante comme celle du mal, à savoir l'intervention soviétique et l'intervention d'ailleurs russe en général, et celle du bien, l'intervention menée par l'Amérique et surtout ses alliés de l'OTAN. Notre but est simplement donc de rétablir la vérité sur ces deux guerres, de croiser nos analyses sur l'ingérence internationaliste de type communiste, comme sur l'ingérence droit de l'homiste dans ce pays. Ce colloque intervient aussi dans un mois anniversaire de deux événements symboliquement très forts pour l'Afghanistan. Tout d'abord, nous voulons rappeler que le 27 septembre, cela faisait 15 ans qu'était mort le dernier président de la République démocratique d'Afghanistan, le docteur Mohammad Najibullah, dont le lâchage par la Russie d'Yeltsin et par l'Occident allait marquer le début d'une longue guerre civile qui se soldera en 1996 par la victoire des talibans à Kaboul. Le 9 septembre, ensuite, marque les 10 ans de la mort du commandant Ahmad Shah Massoud, surnommé le Lion du Panjshir, leader et résistant acharné contre l'intervention soviétique dans le nord du pays, mais aussi leader acharné tout autant contre le pouvoir des talibans à Kaboul. Donc, je remercie du fond du cœur tout d'abord Natalia Alexeyevna Narochniskaya et toute l'équipe de l'IDC parce que sans leur soutien, ce projet n'aurait sûrement pas abouti. Je remercie ensuite nos invités venus de Russie d'avoir fait le voyage. Et enfin, je remercie notre invité Alexandre Alexeyevich Kniaziev qui a fait le voyage depuis Almaty au Kazakhstan, spécialement pour nous. Je remercie enfin nos intervenants français, car le thème de notre intervention et de son bien fondé en Afghanistan est un sujet, comme on dit dans la novlangue, politiquement sensible, pour ne pas dire plus. Je souhaite enfin que nous dédions ce colloque à Igor Liakhovitch, soldat 2e classe au 345e régiment spécial de parachutistes de l'URSS, dernier soldat russe mort en Afghanistan, le 7 février 1989, à Salank, dans une opération, et au lieutenant du 17e régiment de génie parachutiste, Valéry Toli, mort en opération dans la vallée de la Kapisa au mois de septembre. À la question « Pourquoi sont morts ces soldats ?», il n'y a pas de réponse satisfaisante. Aux familles des soldats soviétiques morts en Afghanistan, on envoyait une lettre leur disant que leur fils était mort dans l'exécution de leur devoir militaire d'internationaliste. À cette même question, Nicolas Sarkozy a répondu en juillet 2011, lors d'un discours célèbre, « Vous avez défendu les plus belles valeurs de notre pays, vous avez combattu dans une guerre juste, engagée contre une tyrannie qui emprisonnait tout un peuple, qui opprimait les femmes, qui maintenait les enfants dans l'ignorance et qui avait transformé tout un pays en base arrière du terrorisme. » Or, quel sens peuvent avoir ces phrases alors que les talibans ne sont plus au pouvoir à Kaboul depuis presque 10 ans. Voilà, je vous remercie.
Enfin, je voudrais détail d'organisation. Le colloque, donc, comme vous l'avez vu au programme, va se dérouler par des interventions de chacun de nos intervenants d'une demi-heure. À l'issue, il y aura 20 minutes de questions de la part du public. Je vous demande de faire des questions brèves parce que nous aurons une traduction pour nos amis intervenants russes. Et les réponses, donc si les questions sont longues, les réponses seront longues, enfin les questions seront longues à traduire et on perdra du temps et il y aura moins de questions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Mon ami a déjà présenté notre institut et ce qui me reste c'est dire bienvenue. Notre institut a reçu ici quelques hommes d'État très connus comme Evgeny Primakov, comme Shafranik, l'ancien ministre d'énergie de la Russie et président de l'Union des producteurs du pétrole. Nous touchons toujours les problèmes les plus intéressants et les plus graves d'aujourd'hui. C'est le fonctionnement des institutions de la démocratie, les aspects philosophiques des droits de l'homme, la géopolitique. Et aujourd'hui, c'est Afghanistan. Pourquoi Afghanistan? Parce que cette région et les processus dans ce pays aujourd'hui posent une grande menace pour la paix et pour l'équilibre géopolitique. Et comme Robert Gates a dit, l'Afghanistan pose le plus grand challenge militaire aux États-Unis. Nous espérons que nous remercions notre partenaire, les jeunes intellectuels, pas tout de notre institut sont jeunes intellectuels, mais je suis très heureuse de vous avoir comme notre partenaire. Et cette année, le mois de février a marqué 22 ans de retrait des troupes soviétiques de l'Afghanistan. Selon Benon Sevan, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU et l'ancien représentant personnel du secrétaire général en Afghanistan et Pakistan, a dit, selon cet expert qui continue de suivre les processus dans cette région, l'Union soviétique a échoué en Afghanistan, pas seulement parce que la lutte des Moudjahidines, comme on dit en russe, était soutenue par les Américains et le Pakistan, mais aussi parce qu'avant tout, cette occupation n'a pas réussi à conquérir les cœurs et les esprits des Afghans. Naturellement, ces mots sont très hauts, mais l'histoire nous donne les leçons que le peuple afghan ne supporte pas l'occupation. Premièrement, c'était les Anglais qui
n'avait pas réussi après l'Union soviétique, c'est aujourd'hui les États-Unis. Et on a cultivé là une menace, un Frankenstein. Le Pakistan aujourd'hui est un chaos et le Pakistan paie le prix de son engagement dans les affaires afghanes sous l'occupation de notre pays parce qu'il servait le territoire de support, soutien et aussi il y a beaucoup de documents qui montrent que le Pakistan était la place où beaucoup des terroristes tchétchéniens étaient préparés. Il y a beaucoup de documentation en ce qui concerne ces événements. J'espère que notre discussion d'aujourd'hui nous donne une chance de partager les pensées et notre vision, nos visions, notre expertise en ce qui concerne ce problème qui aujourd'hui est problème pour tout. Je suis heureuse de donner la parole à notre intervenant, Monsieur Omar Mohamed Nessar, directeur. C'est Myriadec Rafray. Ah. Myriadec? Ah, excusez-moi. Non, ça c'est pas, Non. ça c'est pas le programme. Oh, Non, non. J'avais mis le programme ici. Non, il est là. Ah, ah. C'est pas ça. Oh, mille pardons. Je donne la parole à Myriadec Rafray, auteur de Afghanistan, les victoires oubliées de l'armée rouge. C'est très intéressant. S'il vous plaît, monsieur. C'est la vieille programme. C'est le Bonjour, madame. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui? Tout d'abord, merci beaucoup aux responsables donc, de l'IDC ainsi que du Cercle Aristote pour cette invitation. Alors, je ne sais pas si je vais contribuer à rétablir la vérité, mais en tout cas, je vais essayer devant vous en quelques instants, quelques minutes, une vingtaine de minutes, peut-être de vous donner un complément, un regard complémentaire par rapport à celui qu'effectivement on peut lire régulièrement dans la presse, et peut-être aussi rétablir peut-être quelques vérités. Alors je suis un peu dans une position délicate puisque je me suis replongé dans l'histoire de l'Afghanistan soviétique et je suis ce soir au cœur même d'un public qui sans doute connaît aussi bien, voire mieux que moi cette histoire. Donc je vous demande par avance votre indulgence si jamais j'écorche des mots ou je commets des erreurs et n'hésitez pas bien sûr à me corriger. Alors, il y a une chose qui est frappante tout d'abord, c'est quand vous discutez avec des gens, des témoins, des Occidentaux, je parle par exemple de Français qui ont connu l'Afghanistan soviétique de près, ils vous disent qu'effectivement, il y a de très nombreuses similitudes, je cite, entre le conflit de l'Afghanistan soviétique et le conflit dans lequel la coalition occidentale est en ce moment même est en train le conflit de la coalition occidentale. Les historiens savent bien que l'histoire ne se répète jamais, mais ils savent aussi que l'histoire est pleine de permanence pourvu qu'on se penche pour essayer de les décrypter. C'est parce qu'il me semble être intéressant d'éclairer le présent à la lueur du passé, à l'école notamment de Jacques Bainville, l'historien qui a écrit le célèbre
les conséquences politiques de la paix, que je me suis replongé dans une des phases les plus dramatiques de la guerre de 50 ans, selon l'expression de Georges Soutou, et qui devint très chaude quand Moscou décida d'envahir l'Afghanistan en 1979. L'autre raison, c'est aussi parce que les opérationnels, entre guillemets, c'est-à-dire les militaires qui font vraiment la guerre sur le terrain, pas ceux qui sont dans les états-majors, mais ceux qui conduisent les troupes au combat, partagent tous un point commun, me semble-t-il, quel que soit leur uniforme, c'est atteindre des objectifs avec le moindre coût humain et technologique possible. Et donc j'étais curieux de découvrir la façon dont s'était débrouillée cette armée rouge, qui, il faut bien le dire, était puissante, mais également verrouillée par un certain nombre de carcans idéologiques. Tout de suite, on voit que l'armée rouge s'est préparée pendant longtemps à ce conflit. Plus d'1 an avant le début des opérations, la mécanique se met en route. Mais on voit aussi que le processus de décision politique fut chaotique à Moscou. Moscou savait pertinemment que cette décision allait faire voler en éclats le processus de la détente entre Washington et Moscou, qui était en pleine éclosion au moment où le processus se met en marche. Je crois que Moscou n'avait pas compris, n'avait pas vu non plus, qu'elle allait mettre la main dans l'engrenage d'une guerre civile, la guerre civile afghane, dont elle mettrait 10 ans à s'extraire au prix de 26 000 morts, je reviendrai sur ces chiffres, de 53 000 blessés, et qui, de toute évidence, va précipiter la chute du régime politique à Moscou, la chute de ce que Ronald Reagan a appelé l'empire du mal. Et pourtant, en février 1989, quand les soviétiques se retirent, lorsque les dernières colonnes blindées de l'armée rouge franchissent le fameux pont de l'amitié, comme il était baptisé, sur la rivière Amoudaria, qui formait à l'époque la frontière entre l'Union soviétique et l'Afghanistan. Aujourd'hui, je crois que c'est l'Ouzbékistan. Le dernier patron des forces russes, le général Gromov, va en fait témoigner d'un certain optimisme devant les caméras du monde entier qui ont été invitées pour la circonstance sur le pont de Termez. On peut le comprendre effectivement car le retrait s'achève selon le calendrier annoncé d'une part, et d'autre part, en très peu de temps, en moins de 10 mois, les soviétiques vont réussir à retirer dans le bon ordre et la discipline environ 110 000 hommes, 4 500 blindés, 2 000 pièces d'artillerie, 16 000 camions. Ces chiffres sont colossaux et on comprend bien que la manœuvre, effectivement, de ce point de vue-là, fut une véritable réussite. Alors, effectivement, pour le monde occidental, au même moment, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, ce sont les Stingers du commandant Massoud qui ont mis à genoux l'ogre soviétique, comme on l'appelait ici. En quelque sorte, c'était David qui avait triomphé de Goliath, mais on oubliait parfois que David avait reçu un coup de pouce de l'oncle Sam. Il fallait bien le dire. On comprend bien pourquoi les capitales occidentales avaient en fait dressé ce portrait relativement manichéen de la situation. Il n'en demeure pas moins que ce portrait masquait en réalité une situation militaire qui était beaucoup plus nuancée. Les historiens s'accordent à reconnaître que rien n'a vraiment changé dans la situation militaire entre 1981 et 1989. Les soviétiques n'ont pas été défaits par les talibans, mais ils n'avaient pas reçu non plus... Enfin, pardon, les soviétiques n'avaient pas été défaits par les talibans. C'est la perception du conflit par les autorités, l'impossibilité de gagner définitivement, les conséquences sur le plan intérieur. Gorbatchev parle alors, à propos d'Afghanistan, d'une blessure sanglante, le poids de la guerre sur l'économie soviétique, combiné avec les problèmes internationaux qui vont conduire les soviétiques eux-mêmes à décider ce retrait. Alors, défaite stratégique évidemment, défaite tactique, je pense que les choses doivent être véritablement nuancées. Il est évident qu'en Afghanistan, les soviétiques ont pris des coups terribles, mais ils surent aussi se replier dans l'ordre et la discipline. Et je pense que les leçons du conflit afghano-soviétique comporte un certain nombre de leçons qu'il est intéressant de méditer à l'heure où s'amorce le retrait, cette fois, des troupes occidentales d'Afghanistan. Alors, en 4, 5 ou 6 points, je vais essayer à la fois de vous brosser en quelques mots les évolutions de ce conflit afghan et en même temps de faire des allers-retours avec la situation actuelle.
Premier point qui me paraît fondamental, c'est le prisme international de l'intervention soviétique en Afghanistan. Quand ils décident d'intervenir, quand ils interviennent le 25 décembre 1979, après la prise d'otage de l'ambassade américaine le 4 novembre à Téhéran, en fait, les soviétiques voient là un créneau qui s'est ouvert pour leurs ambitions dans la région. Vous savez qu'en janvier 1979, la révolution des mollahs iraniens a chassé définitivement les Américains de Téhéran. Et à ce moment-là, pour l'Union soviétique, qui a toujours eu des ambitions, des velléités de se rapprocher des mers chaudes, il y a une perspective, une fenêtre de tir qui s'ouvre pour réaliser ce dessein. Or, la prise d'otage de l'ambassade américaine accrédite à Moscou l'idée ou la possibilité, la perspective d'un retour en force des Américains pour délivrer en particulier leurs otages. Et donc les Soviétiques se disent, c'est le moment ou jamais d'y aller. Je crois que la décision va être prise définitivement le 12 décembre. Mais en même temps, les Russes commettent d'emblée une erreur, c'est celle de privilégier ces seuls enjeux internationaux au détriment de la réalité afghane du pays dans lequel ils vont intervenir. En deux mots, l'histoire du partenariat, entre guillemets, afghano-soviétique ne date pas d'hier. Grosso modo, pour résumer schématiquement, 1953, l'URSS se rapproche de Kaboul. En 1979, il y a 5000 conseillers militaires qui sont en place à Kaboul. Les soviétiques maîtrisent les jeux du pouvoir au sommet de l'État. En revanche, je crois qu'ils sont incapables de mesurer la réalité de l'opposition qui se fait jour dans les campagnes. D'ailleurs, les soviétiques eux-mêmes aujourd'hui le reconnaissent. Le colonel Koulakov, qui est professeur d'histoire à l'Académie de défense de Moscou et qui a fait une conférence à Paris il y a 2 ans, a lui-même déclaré « Le climat et l'ennemi étaient différents de ce à quoi les forces soviétiques étaient préparées ». Maintenant, je fais un pas en avant d'une trentaine d'années. Aujourd'hui, les Américains, les Américains, je pense, ont commis la même erreur, ce biais international. Ils interviennent en 2001 pour des facteurs essentiellement extérieurs, c'est-à-dire au nom de la guerre contre le terrorisme, contre Al-Qaïda. Ils n'ont pas véritablement pris en compte, me semble-t-il, les mêmes facteurs de complexité du territoire afghan, le clanisme, la corruption, la soif de justice du peuple. Bref, ils sont dans une sorte d'aveuglement qui durera, il faut bien le dire, et assez schématiquement, jusqu'en 2008. On peut même dire qu'ils ont dilapidé un capital de sympathie. En 2001, quand les Américains interviennent, tous les acteurs, les militaires le savent, ils vont mettre des drapeaux français sur leurs véhicules car le drapeau français égale Occident, égale partenaire. Donc pour se gagner les sympathies, voilà, ils mettent par exemple le drapeau français et les Occidentaux sont bien vus, plutôt bien vus en Afghanistan en 2001. Je n'ai pas regardé le timing. Ok. Deuxième remarque. Pour mener une guerre de contre-insurrection, comme celle à laquelle vont être confrontés les soviétiques, il y a 2 paramètres minimum à obtenir, à respecter. Il faut beaucoup d'hommes et il faut du temps. En janvier 1979, on compte très vite 55 000 soldats soviétiques en Afghanistan. Le contingent va atteindre environ 108 000 hommes. Si on y ajoute les forces du KGB plus les supplétifs, on atteint environ 118 000 hommes, chiffre qui sera atteint en 1984. Ça vous donne une idée du dimensionnement de l'action soviétique. Et en fait, Moscou pense que cela va être suffisant pour tenir d'une part les Américains à distance, qui est le premier objectif, et le deuxième objectif, contrôler le pays et soviétiser le pays. Ils étaient si optimistes, les soviétiques, qu'ils avaient prévu, dans les plans d'état-major, avaient prévu que l'armée rouge fasse un aller-retour qui dure au grand maximum 1 an. Dès le départ, les ordres sont clairs. L'opération est majeure, mais elle vise surtout à s'emparer des leviers de commande du pays. Il est clairement dit aux généraux de ne pas opérer en première ligne, de ne pas se mêler à la population, et surtout de faire intervenir l'armée afghane en cas d'opposition. Donc sa mission est bien appuyer la soviétisation du pays orchestrée par le KGB en fait. Autant la prise de contrôle de commande de l'appareil d'État se passe merveilleusement bien, enfin se passe bien, les soviétiques sont coutumiers du fait, ils ont l'habitude, c'est quelque chose de bien rodé.
Autant la deuxième partie du plan ne se passe absolument pas du tout comme prévu. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment le fait que l'armée afghane sur laquelle les soviétiques comptent est entièrement minée par les purges successives, des purges politiques. Elle a été également en partie désarmée par les Russes eux-mêmes, qui ne font que très peu confiance finalement aux chefs afghans. Juste une anecdote, avant le déclenchement de l'opération finale, les soviétiques vont prétexter à Kaboul des histoires de maintenance des matériels et des moteurs pour en fait faire sortir les moteurs des chars lourds des unités blindées qui se trouvent autour de Moscou. Donc c'est vous dire dans quel état d'esprit ils considéraient leurs partenaires afghans sur lesquels ils comptaient pour aller à la guerre à leur place. Autre facteur, et là essentiel, ils n'ont pas mesuré la révolte contre l'ordre marxiste qui gronde dans les campagnes. Grosso modo, en 1979, à l'automne 1979, les autorités locales ne contrôlent plus que les grandes villes et les grands axes du pays. Ces deux facteurs-là contraignent les soviétiques à sortir des camps retranchés dans lesquels ils s'étaient installés à la sortie des grandes villes et des axes majeurs pour repousser les taux de l'opposition. Et dès mars 80, ils se trouvent happés de facto dans l'engrenage d'une véritable guerre civile. Et là, à ce moment-là, bien, les soviétiques, en bons militaires, font la guerre qu'on leur a enseignée, qu'on leur a apprise. Et ils vont tout de suite confronter leurs théories, leurs équipements, aux réalités d'une guerre en montagne et de contre-insurrection à laquelle ils ne sont pas véritablement préparés. Ils déclenchent aussitôt des opérations de grande envergure. Pour vous donner une idée, les opérations font facilement 5, 6, 10 000 hommes. La tactique est brutale. C'est notamment la politique de la terre brûlée. Quand une vallée stratégique ou quand une vallée gêne, on barre les vallées et on empêche toute circulation en bombardant les entrées et les sorties des vallées. On bombarde des villages, on mitraille les villages, etc. Ils comptent sur leur puissance de feu, mais ils comprennent très vite qu'il va leur falloir s'adapter s'ils veulent échapper à l'enlisement. Et ces généraux qui sont des militaires comprennent très vite qu'il leur faudra en fait beaucoup de temps pour gagner, d'une part, et d'autre part, davantage d'hommes. C'est intéressant parce qu'ils font le rapport à ce moment-là avec le Vietnam et la défaite américaine au Vietnam. Et ils expliquent en fait à Moscou qu'au Vietnam, les Américains ont déployé grosso modo, schématiquement, un peu plus de 3 fois plus d'hommes qu'eux sur un territoire qui est en réalité 2 fois plus petit que celui de l'Afghanistan. Alors maintenant, je bascule aujourd'hui. C'est intéressant de voir comment les Américains vont finalement connaître à peu près la même évolution entre 2001 et 2008. Ces Américains, au départ, croient pouvoir mener une guerre à minima, avec des troupes professionnelles, forces spéciales, en laissant leurs alliés afghans en première ligne le plus souvent possible. Les Américains vont délaisser en particulier les zones tribales dans les montagnes à l'est de l'Afghanistan, zone qui est pourtant stratégique et qui leur était, encore une fois, acquise. Et alors, en délaissant cette zone, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est qu'en fait, elle va devenir peu à peu le refuge et le sanctuaire des ennemis futurs des Américains. Ce désintérêt pour les objectifs non directement liés à leur lutte contre le terrorisme va permettre aux talibans d'en profiter, de revenir en force et de s'infiltrer dans le pays. Et sur ce territoire dont la superficie entre 1979-89 et 2001-2010 n'a pas changé, c'est-à-dire 652 000 km², grosso modo c'est la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark réunis, les renforts étaient en partie la clé du succès. Je parle pour la coalition occidentale. En 2007, l'OTAN va accepter de doubler ses effectifs sur place. En janvier 2009, le président Obama va concéder la moitié des renforts que lui demandaient ses stratèges. Aujourd'hui, la coalition internationale affiche à peu près 140 000 hommes, dont 100 000 Américains, et on est à peu près à 4 500 Français. Donc vous voyez tout de suite que les proportions sont quasiment les mêmes en fait. Entre l'armée soviétique et la coalition occidentale, on a des masses à peu près équivalentes.